Depuis quelques années, nous avons basculé dans le tout numérique. Le monde est gouverné par le numérique. En fait, le numérique, au départ, c'était une industrie. Aujourd'hui, c'est toutes les industries, c'est toute l'activité humaine qui est digitalisée. Nous avons recours aux outils numériques pour travailler, pour communiquer, pour nous divertir, pour faire nos courses, pour commander un billet d'avion ou un billet de train, pour faire des recherches, pour avoir accès à la connaissance, pour communiquer avec les autres au-delà des frontières. Bref, le numérique est partout dans nos vies. Que s'est-il passé pendant que de plus en plus nous avons eu recours à ces outils? En France, en Europe, nous ne nous sommes guère préoccupés de savoir si on allait maîtriser ce nouvel écosystème dont nous dépendons tous. Nous avons été à l'origine, au départ, de la création du web avec le fameux savant Louis Cousin, et depuis lors, on n'a absolument pas pris en compte cette dimension essentielle et stratégique qui était de s'attacher à avoir des équipements, à avoir des infrastructures qui nous permettent de gouverner en quelque sorte ce nouveau monde. Depuis les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse de nos données en Europe par les services secrets américains, on s'est rendu compte que finalement cet espace de liberté qui était Internet n'était pas le monde des bisounours et c'était surtout un terrain d'affrontement mondial où tout se jouait, où les nouveaux rapports de domination s'exerçaient. Depuis cette époque, de quoi s'agit-il? C'est qu'à défaut de régulation de cet écosystème, l'écosystème, l'Internet est le théâtre de nombreuses attaques. On parle de cyberattaques pratiquement tous les jours, qu'elles viennent de la part des États, qu'elles viennent de la part de terroristes ou simplement d'individus ou encore d'entreprises. On voit que l'Internet, c'est aussi le terrain d'une concurrence déloyale entre ces géants du numérique qui dominent tout, et je reviendrai, et les entreprises qui tentent de survivre. On voit aussi que c'est le lieu de la désinformation, la manipulation de l'information, du harcèlement en ligne. Bref, l'Internet est devenu extrêmement vulnérable. Nos sociétés qui dépendent de plus en plus de l'Internet sont devenues très vulnérables à défaut de régulation. Alors en Europe, on a su traiter la question des données, au moins la protection des données, avec le règlement général de la protection des données qui nous est envié d'ailleurs de par le monde, parce qu'on croit à un certain nombre de valeurs en Europe, la protection de la vie individuelle, de la vie privée, la vie aussi des entreprises, mais on n'a pas su régler le reste, qui est en fait l'écosystème, c'est-à-dire ces grandes plateformes qui étaient de simples entreprises, qui ont grandi, qui sont devenues des géants, qui sont devenus des mastodontes et aujourd'hui les monstres que l'on connaît, qui dévorent tout sur leur passage. Alors, les Américains, les Russes, les Chinois ont su construire leurs propres écosystèmes dans les années 90. Qu'ont-ils fait? Ils ont pris des mesures législatives, fiscales, pour encourager leurs propres entreprises à créer ce fameux écosystème, notamment américain, dont nous dépendons tous aujourd'hui avec les GAFAM. Et ils ont aussi assuré la préférence, et dans leurs marchés locaux et nationaux, quand il s'agissait de passer commande, de favoriser leurs entreprises. En France, et en Europe, on n'a pas du tout fait cela, et l'Europe, qui pourtant avait identifié le numérique comme étant source de croissance, d'un grand potentiel de progrès, s'est exclusivement occupée du développement par les usages, c'est-à-dire pour le consommateur. L'agenda Europe numérique 2021, qui s'achève aujourd'hui, s'est préoccupé exclusivement des usages et ne s'est absolument pas préoccupé de régulation. La pandémie nous a montré à bien des égards que nous avions abandonné notre politique industrielle permettant de garder notre autonomie, notre indépendance technologique. Tout ça a montré que nous étions extrêmement faibles du côté du numérique. Heureusement, cette méthode permet de reparler de souveraineté et permet aussi, avec notre nouveau commissaire européen Thierry Breton, d'avoir là un plan de bataille, j'allais dire il était temps, deux textes de règlement européen, le Digital Market Act, qui va s'occuper de réguler le marché économique du numérique, comment on aide nos entreprises à survivre face à cette concurrence déloyale et cette position dominante des GAFAM. Et puis le Digital Services Act, qui va veiller à protéger le consommateur, celui qui utilise les services d'Internet, contre les abus d'intrusion dans la vie privée, de manipulation des opinions, etc. Voilà les deux textes qui sont en cours de débat à l'heure actuelle dans les parlements des 27 États membres avant d'être définitivement votés, après que nous ayons fait remonter nos remarques à Bruxelles. Il est temps, c'est une première étape, elle ne sera pas suffisante. Elle ne sera pas suffisante, pourquoi? Parce qu'il faut que la réglementation s'assortisse d'une politique industrielle extrêmement volontariste pour construire enfin cette indépendance technologique et que nous ayons, alors que nous excellons pas
par exemple en France, nous avons les meilleures écoles d'ingénieurs au monde, alors que nous excellons dans la création de logiciels. Aujourd'hui, c'est le logiciel qui va traiter avec l'intelligence artificielle de la donnée qui est extrêmement important. Alors que nous avons donc les meilleures équipes, les meilleurs experts, il est temps d'investir et soutenir ces entreprises pour les faire grandir, leur confier de manière préférentielle aussi le traitement des données de toute notre administration, de toutes nos entreprises vitales qui régissent en fait l'ensemble de notre vie. Il s'agit d'investir d'abord pour acquérir une indépendance technologique, pour rester souverain, maître de nos décisions sur notre espace européen, qui, je le rappelle, est un marché profond et durable de 500 millions de consommateurs. Donc il s'agit de manière préférentielle, à mon sens, d'investir dans des industries d'avenir, numériquement parlant, c'est-à-dire la santé. La santé connectée, demain, est un vrai enjeu. Les données santé, d'ailleurs, aujourd'hui, sont extrêmement convoitées de par le monde parce qu'on voit qu'elles vont alimenter tout le secteur assurantiel et prudentiel. Il y a donc cet investissement à faire dans la santé. Il y a cet investissement à faire dans les énergies, le secteur d'avenir, les énergies dans les transports. Il y a aussi à investir, je pense, dans les nouveaux outils cryptographiques qui vont être les fers de lance des nouvelles vagues d'ubérisation dans les secteurs que j'évoquais, le secteur assurantiel, prudentiel aussi. On parle beaucoup des crypto-monnaies. Il faut investir aussi massivement dans le logiciel de traitement de données, parce que le données, c'est leur noir numérique. Les données sont convoitées parce que les données qui sont travaillées, qui sont profilées, qui sont marketées, c'est ce qui sert aussi à aller toucher le consommateur, et c'est ce que convoitent tous les géants américains qui tentent absolument par un lobbying effréné de rafler de manière prioritaire notre marché de traitement de la donnée en nous proposant leur propre technologie. Mais ce n'est pas sans risque. Il est très important que de ce point de vue-là, nous assurions une vraie indépendance technologique. Pourquoi ? Parce que nous avons en Europe une conception bien particulière de ce que sont les libertés individuelles, la liberté des entreprises, les libertés publiques et privées. Et au cœur de tout cela, il y a nos données. Nous sommes très scrupuleux de la protection de nos données, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents étrangers, en tout cas extra-européens, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois. La législation n'est pas du tout la même en matière de protection des vies privées dans ces pays-là. Et le modèle américain, c'est le modèle business above all, c'est-à-dire les affaires avant tout. L'audition de la lanceur d'alerte Frances Haugen devant le Sénat américain la semaine dernière, qui a travaillé chez Facebook, a démontré que Facebook ne se préoccupe absolument pas du respect, notamment des jeunes, et qu'avant la sécurité des jeunes, il privilégie le profit. Cette annonce a été une bombe et nous démontre, en tout cas, si on avait besoin d'en être convaincu, qu'il ne faut pas avoir recours justement à ces entreprises extra-européennes, notamment américaines, qui ont une vision tout à fait différente de la vie privée. Du côté chinois, c'est le modèle du crédit social, c'est le modèle du contrôle et de la surveillance permanente des individus, donc ce n'est guère enviable. Donc le modèle européen permet à la fois, tout en développant nos entreprises, tout en développant notre économie, les économies de demain, l'économie numérisée de la santé, l'économie des transports, des énergies, bref du quotidien, permet tout en développant ces économies de garantir aussi ce respect de la vie privée à travers le respect des données. Mais pour cela, il faut qu'on ait recours à des solutions souveraines, des solutions européennes. Il faut non seulement que les données soient stockées en Europe dans des data centers européens, mais en plus, et surtout, c'est ça qui est le plus important, qu'elles soient traitées avec nos propres logiciels européens qui nous permettront de garder la maîtrise. L'enjeu, c'est le logiciel, c'est l'intelligence artificielle. Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est qu'on a plutôt tendance, notamment en France, à croire que nous n'avons pas les entreprises ad hoc. Nous avons des entreprises très solides, Dassault Systèmes, OVH, et j'en passe. Et on n'a jamais recours, quand il y a des projets de numérisation de nos administrations, on va traiter de la donnée, on n'a jamais recours en France à nos sociétés françaises et européennes, on les méprise. L'actuel secrétaire d'État dit qu'on n'a pas de gens à la hauteur, ce qui est assez choquant, et on a recours de manière préférentielle à des Microsoft, à des Google ou Amazon. Or, c'est extrêmement périlleux parce que, en captant ces données, c'est en fait l'ensemble de notre vie qui est surveillée. Et on sait aussi qu'aux États-Unis, la législation, qui est d'ailleurs pas la même en Europe, on l'a dit asymétrique, on l'a dit extraterritoriale, la législation permet aux services secrets américains, à tout moment, sur requête de l'État fédéral, que les directeurs informatiques de ces entreprises américaines, encore une fois les Google, les Amazon, les Facebook ou bien les Microsoft, eh bien qu'elles transfèrent sans qu'ils soient au courant les données des Européens
vers les services secrets américains pour toute activité qui se serait décidée ainsi. Donc c'est extrêmement périlleux. C'est ce qu'Edward Snowden avait révélé. Il avait révélé l'établissement de programmes spéciaux, PRISM, Bullrun, qui étaient destinés justement à affaiblir les réseaux et tenter d'intercepter nos données. Cet immense scandale doit continuer à nous faire réfléchir parce que les choses ne sont pas réglées. Nous avons encore trop tendance à donner naïvement nos données aux entreprises extra-européennes, notamment américaines, avec tous les excès que nous connaissons. Encore une fois, il s'agit d'une question de souveraineté, il s'agit d'une question de dignité de l'homme et de la conception qu'on a du progrès. Je note que Charles Michel, le président du Conseil européen, a dit le 29 septembre qu'il était temps de construire un modèle européen. Il y avait la place pour un modèle européen justement humano-centré, sur la dignité de l'homme et nos libertés fondamentales, et qu'il fallait, entre le modèle chinois que j'ai évoqué, qui est le modèle du contrôle et de la surveillance, il fallait, et le modèle américain, qui est le modèle de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, qui est théorisé par la professeure de Harvard, Shoshana Zuboff, il fallait inventer le modèle européen. Nous en avons les capacités, nous en avons l'énergie, nous en avons les talents, et il faut donc du coup avancer ainsi. Alors, comment on s'y prend? Premièrement, on a une législation protectrice des données. Deuxièmement, il faut bâtir cette politique industrielle. Il faut revoir nos règles de concurrence. Il y aura les textes de règlement, le Digital Market Act et le Digital Services Act. Mais il faut surtout passer nos marchés locaux, nationaux, en assumant une préférence communautaire et choisir de manière préférentielle nos entreprises. On les fera monter en gamme, en puissance, et en même temps, on s'assurera de la sécurité de tous nos services. Ce qu'il faut aussi, c'est monter en compétences numériques. Il faut que tout le monde soit vraiment acculturé au numérique. La formation au numérique est encore trop faible, notamment dans les entreprises, dans les administrations, où on ne perçoit pas toujours le danger de cet écosystème, où ce sont les géants du numérique qui aspirent à la fois toute la valeur ajoutée de ce qui circule sur Internet, qui pratiquent l'optimisation fiscale, qui abusent de leur position dominante, qui continuent à monter en gamme et en puissance, annihilant toute tentative de concurrence de la part de nos entreprises qui s'affaiblissent au fur et à mesure. Donc l'heure est assez grave. Elle est grave d'ailleurs quand, actuellement, le gouvernement français annonce vouloir passer des accords entre entreprises françaises et ces géants du numérique. C'est la présentation qui a été faite du cloud dit de confiance au mois de mai dernier et qui est très contestable. Le cloud de confiance, c'est renoncer au cloud souverain. Le cloud de confiance est un dispositif inventé par le secrétaire d'État au numérique porté par le ministre de l'Économie qui consiste à inciter nos entreprises françaises à contractualiser avec les géants américains en achetant avec des licences assez coûteuses d'ailleurs leur technologie de traitement de la donnée. Je vais y revenir. Le traitement de la donnée, c'est un enjeu. On a vu et découvert l'année dernière que la plateforme des données des Français et des Françaises du ministère, le Health Data Hub, avait été confiée sans appel d'offres spécifique, sans discussion préalable d'ailleurs au Parlement, à Microsoft. J'ai interrogé une première fois le secrétaire d'État et le ministre de la Santé sur cette anomalie et ce qui nous semblait être un contresens en raison de tout ce que j'ai expliqué précédemment. On m'a répondu il n'y avait pas d'entreprise française et européenne, ce qui était absolument faux, pour assurer le traitement de ces données et du coup ça a remis en cause malgré tout leur choix et le Premier ministre a promis à l'époque qu'il y aurait un appel d'offres. Pour déguiser en fait la formule de l'appel d'offres, on a trouvé ni plus ni mieux une astuce qui consiste à habiller l'offre de Microsoft en la rendant, plus acceptable si Microsoft contractualisait avec certaines entreprises françaises de traitement des données. C'est ainsi qu'est né le projet Bleu, qui est le premier projet du cloud de confiance qui associe Capgemini et Orange. Et le projet Bleu est censé répondre à l'appel d'offres pour le traitement des données de nos données de santé. Donc cette plateforme du Health Data Hub. Ça, c'est le premier acte du cloud de confiance. Plus récemment, la semaine dernière, Thales, qui est une grosse entreprise française extrêmement stratégique, a annoncé une contractualisation identique avec Google, dans le cadre toujours de cette cloud de confiance.
Ça veut dire que là, c'est plus seulement les données de nos administrations, y compris les données les plus sensibles qui sont touchées, mais c'est potentiellement toutes nos données qui concernent des structures stratégiques, c'est la sécurité d'État, c'est la défense, en tout cas c'est le complexe militaro-industriel qui là est passible de passer en fait sous contractualisation avec les GAFAM, avec tous les risques que cela génère. Je vais donc interroger sur cette stratégie qui me paraît être complètement aberrante et décalée aussi par rapport à ce qui se passe au niveau européen, par rapport à la volonté qu'exprime Thierry Breton de la réaffirmation d'une autonomie stratégique et technologique. Je rappelle que Thierry Breton a dans son portefeuille aussi des questions de cybersécurité. Le ministre nous a répondu qu'il n'y avait aucun danger puisque dans le cadre des contrats passés pour ce cloud de confiance, il y allait avoir des sociétés tout à fait étanches, même si on avait recours aux technologies de traitement des données de ces entreprises américaines. Mais si on enquête un peu sérieusement, on se rend compte que nos services de renseignement n'auront jamais accès au code source et ne pourront pas auditer le code source qui permettra justement le traitement de ces données, ce qui est assez préoccupant. Ça veut dire qu'on sera sous dépendance, quoi qu'on en dise, américaine, avec toutes les failles que j'ai évoquées et surtout la faille juridique qui est que, encore une fois, la législation américaine extraterritoriale permet aux services secrets américains, sur requête du gouvernement fédéral, de demander le transfert des données traitées par ces sociétés vers les services secrets américains. Donc, à travers ces contractualisations, c'est ce système que l'on met en place, c'est assez technique, assez complexe, mais ça veut bien dire que du coup, on n'est plus souverain, on n'est plus autonome, on n'est plus indépendant. Voilà ce sur quoi j'ai tenu à alerter. Je trouve ça très regrettable quand on a, encore une fois, sur notre territoire, des entreprises françaises de dimension européenne internationale qui pourraient tout à fait s'occuper de ces données. C'est péché par grande naïveté, ou alors je ne sais quelle arrière-pensée il y a derrière tout cela, mais c'est péché par grande naïveté de penser que nous resterons souverains et que ces entreprises extra-européennes n'auront jamais accès à nos données pour en faire ce qu'elles veulent en faire. Voilà ce que j'ai tenu à pointer du doigt. Je pense que c'est une question aussi civilisationnelle parce que les gens américains ont une vision très particulière en fait du monde de demain. On parle beaucoup du transhumanisme, on parle beaucoup aussi d'un certain nombre de sujets. Encore une fois, le profit, business overall, les Charles Michel, le profit prévaut sur le respect d'un certain nombre de fondamentaux et ça, on ne peut bien sûr l'accepter. Le plan France 2030, c'est travailler à une France de l'innovation, une grande nation de l'innovation. C'est vouloir créer des champions européens. Justement, pour créer des champions européens, il faut commencer par le commencement. Et ce n'est pas en contractualisant et faire contractualiser nos administrations et ainsi fournir nos données les plus sensibles et s'affaiblir par avance en les transférant à des entreprises extra-européennes qu'on commence. On construit des champions comment? Comme ont su le faire les Américains et les Russes et les Chinois, c'est-à-dire d'emblée donner du travail, faire monter en gamme et en puissance nos propres entreprises. Les champions, ça commence par de l'investissement et un choix préférentiel que l'on assume. C'est un Small Business Act à la française qui fait qu'on assume de faire travailler ceux qui étudient dans nos grandes écoles. À quoi bon avoir des grandes écoles d'ingénieurs, les meilleurs au monde? Nous sommes parmi les 4 leaders mondiaux pour le logiciel, donc à quoi bon si ce n'est pas pour faire grandir immédiatement et monter en puissance nos startups et nos entreprises qui ne demandent que ça. Le cloud de confiance a beaucoup heurté le monde cyber, beaucoup heurté nos hébergeurs français qui se sentent du coup trahis, qui n'osent pas toujours le dire parce qu'il y a toujours le chantage aux subventions et pour eux c'est difficile aussi dans ce monde, mais ils n'en pensent pas moins et ils sont extrêmement préoccupés. Donc France 2030, ça doit être une grande nation de l'innovation qui assume une préférence communautaire pour assurer notre souveraineté numérique qui est extrêmement essentielle pour construire le monde de demain, un monde qui est de plus en plus menacé, on le voit par les crises, par la redistribution aussi des grands équilibres. Plus que jamais, les propos de Charles Michel doivent résonner. L'Europe a un rôle à jouer dans l'équilibrage du monde, notamment ce monde qui est complètement digitalisé demain.